La planète se resserre, s'unifie et grandit dans la nouvelle dimension du cyberespace. États, entreprises, citoyens, nous sommes tous exposés au risque d'un monde interconnecté. Les cibles sont universelles et participent au même écosystème. Connaissez-vous une institution à l'abri des intrusions ou des cyberattaques ? Le cyberespace est devenu un champ de bataille. Tous les systèmes d'information sont concernés. Mais peu de dirigeants ont pris conscience de la menace. Qui a véritablement le contrôle de votre système d'information? Qui s'intéresse à vos données? Un État, une organisation ou votre concurrent? Et que vaut votre industrie sans la protection de votre savoir-faire et de vos innovations? Les agresseurs, eux, en connaissent la valeur. Aujourd'hui, nombre de services publics, d'entreprises et d'infrastructures critiques s'imaginent être suffisamment protégés. Mais on peut facilement trouver la faille et s'immiscer au cœur de votre activité. Souvent, l'ennemi est déjà présent dans votre système, exfiltrant votre patrimoine depuis des mois, des années. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri. La variété des intrusions défie l'imagination. À nous d'anticiper les nouveaux modes de protection. Pour répondre aux nouveaux défis de la cybersécurité, Cassidian, pôle défense et sécurité du groupe EADS, crée Cassidian Cyber Security. En constante évolution, notre offre de services et de solutions s'appuie sur les compétences de 400 experts reconnus, les meilleurs talents du cyberespace. Développée autour de 3 axes, elle répond en temps réel à l'ensemble des besoins des gouvernements, des entreprises et infrastructures sensibles. Le pôle Cyber Defense and Professional Services propose des services assurant la protection sur mesure de votre système d'information et de communication. De l'analyse détaillée de votre sécurité aux tests d'intrusion complexes, en passant par la réponse à un incident. Nous mettons en place également des politiques de sécurité complètes, accompagnées des plans de formation adaptés. La santé de votre organisation obéit à ses règles d'hygiène informatique et au respect de ses bonnes pratiques par vos collaborateurs. Depuis les 3 grands SOC européens, Cassidian Cyber Security protège vos installations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre supervision en temps réel, à l'avant-garde de la veille technologique, permet la détection des intrusions les plus discrètes et une intervention instantanée de nos experts. Notre agilité est votre meilleure protection. Deuxième pilier de l'offre, les infrastructures de confiance protègent l'accès à vos données et leur échange. Gérez vos identités numériques, chiffrez vos échanges, communiquez entre différents réseaux de sécurité ou choisissez une solution IT clé en main. L'éventail des solutions Cassidian Cyber Security s'ouvre également à la mobilité. Moseo Smart, application téléchargeable,
protège vos conversations téléphoniques. Et nos solutions sécurisées gèrent aussi vos mails et vos données. Nos expertises et notre savoir-faire s'appuient sur une approche globale et dynamique des risques. Nous répondons aux besoins de chaque métier et secteur d'activité. Face aux menaces toujours renouvelées, nos équipes s'engagent à répondre à vos exigences de sécurité et de souveraineté nationale. La confiance a désormais un nom. Cassidian Cyber Security. Voilà, bon après-midi. Gérard m'avait demandé de me présenter moi-même, donc j'ai pensé que ce film était finalement la meilleure introduction pour expliquer les initiatives que ADS avait prises depuis 2008 à travers un centre de compétences, puis depuis 2011 en créant donc une business unit et des sociétés entièrement dédiées à la cybersécurité et que j'ai eu l'honneur de créer et de présider. Alors aujourd'hui, je sais que je m'adresse à une population de spécialistes et de professionnels de la sécurité très compétents. Et moi qui ai plutôt démarré dans les sous-marins, dans la chaudronnerie, je n'aurai pas l'impudence de vous donner des recommandations sur votre cœur de métier. Vous êtes beaucoup plus compétent que moi. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris à ne pas faire, c'est à donner des leçons aux experts. En revanche, avec mon œil un petit peu neuf, je crois pouvoir vous apporter quelques éléments de réflexion. Et contrairement à mes camarades qui, pendant 3 jours, vous ont ciré les pompes dans le hall, je vais essayer de vous déranger un petit peu par quelques observations d'un tiers de confiance, donc qui s'est complètement impliqué dans la cybersécurité. Et je remercie Jean-Marie Becquel en particulier de nous avoir écoutés et d'avoir prêté une oreille attentive à nos propos et à nos réflexions qui sont en partie, je crois, une des origines des actions proposées dans son rapport. Au cours de cet exercice, finalement, on a fait un certain nombre d'observations qui, je pense, vont nous conduire collectivement, l'industrie de la sécurité, à des évolutions significatives et qui vont conduire, comme l'a dit Jean-Marie Becquel, aussi les États à prendre des décisions législatives ou opérationnelles. Ces conclusions, j'en vois 5. La première, elle est évoquée, c'est que même si c'est un mot impoli, un mot qu'on n'aime pas, la cyberguerre est une guerre économique comme une autre. Et la cybersécurité ne peut plus être une guerre de position statique comme dans les tranchées en 14. La ligne Maginot est tombée et maintenant la cybersécurité doit être considérablement rééquilibrée vers une approche opérationnelle et managériale de la menace, de la continuité des fonctions opérationnelles clés de l'entreprise. La deuxième observation, c'est l'explosion irréversible du nombre de points rentrés dans les entreprises et dans les systèmes, physiques comme humains. Et donc d'une certaine perte de contrôle, et il n'y a pas qu'avec le cloud, une certaine perte de contrôle des systèmes d'information. Et outre les extensions d'usage des systèmes, les questions de mobilité ou de bring your own device, comme l'a évoqué Patrick Payoux, la surface d'attaque s'est considérablement élargie et on va voir une explosion encore plus forte avec l'arrivée, évidemment, du machine-to-machine et d'un nombre d'adresses IP
qui va être très très significativement supérieur au nombre d'humains sur la Terre. Donc difficulté de maîtrise de l'interface physique, difficulté de maîtrise de l'interface humaine, difficulté de maîtrise des process qui associent les uns aux autres. Troisième observation, la convergence et une certaine interconnexion de trois mondes qui, quand j'étais jeune ingénieur, étaient totalement séparés. L'informatique, qu'on appelait à l'époque de gestion, l'informatique de management. L'informatique qu'on appelait l'informatique industrielle, qui s'appelle maintenant les SCADA. Et l'informatique qu'on appelait l'informatique embarquée, donc qui sont tous les calculateurs et les systèmes qui sont embarqués dans les véhicules, par exemple, ou dans les avions. Ces trois mondes se sont développés de façon quasiment séparée, avec des normes différentes, des industriels différents, des pratiques différentes, et ils sont en train de se connecter. Et ça crée évidemment à la fois une problématique technique, que vous connaissez sûrement mieux que moi, mais aussi des problématiques d'organisation des entreprises ou des organismes d'importance vitale, et une source permanente, évidemment, de vulnérabilité et de conflits opérationnels. Quatrième remarque, et ça c'est récent, la dimension du problème commence à apparaître au grand jour avec la mise en évidence de dommages tangibles qui ont été révélés au grand public. Des dommages économiques, le coût financier du cybercrime est maintenant connu de tous, plusieurs centaines de milliards d'euros en 2011. Des dommages stratégiques, je fais par exemple référence à l'attaque d'Aramco en Arabie Saoudite qui va leur coûter extrêmement cher, et des contentieux, en particulier avec les compagnies d'assurance, mais aussi entre entreprises ou avec les class actions. Je pense en particulier à ce qui est en train de se passer pour Sony. Et le dernier élément, c'est la prise de conscience politique du problème, qui est déjà plus ancienne aux États-Unis, mais qui maintenant, grâce à la succession d'un certain nombre de rapports et à la prise de conscience progressive d'un certain nombre de responsables publics, commence à devenir un sujet à l'ordre du jour des gouvernements. Alors toutes ces dimensions, prédominance du temps réel, extension des points d'entrée, la transversalité IT, SCADA, système embarqué, la question du modèle économique et de la conscience politique, font, de mon point de vue, que la première conclusion, c'est qu'il faut changer l'ordre des facteurs entre la cybersécurité, qu'on appelait la sécurité des systèmes d'information, et la DSI, la direction des systèmes d'information. La cybersécurité prend maintenant une dimension telle qu'elle doit être approchée top-down, dans sa globalité. Certes, l'informatique en est une composante essentielle, mais la cybersécurité n'est pas un sous-ensemble de l'informatique. C'est l'informatique qui est en train de devenir un sous-ensemble de la cybersécurité, offensive, défensive, quelle que soit la façon dont on l'approche. Et ça va être, je pense, une évolution que vous allez devoir conduire, vous allez devoir convaincre, parce que sinon, vous n'aurez jamais les moyens d'une action préventive, corrective, des investissements suffisants pour arriver à traiter vraiment le problème. Quand on inverse ce rôle des facteurs, il faut donc approcher le problème par l'angle qui mobilisera un COMEX ou un ministre. C'est-à-dire, pour faire court, l'argent et les risques. Et je pense que c'est un défaut de notre population de trop parler technique et de ne pas assez approcher le sujet sous l'angle qui fait mal, et de ne pas assez faire d'efforts pour être capable d'évaluer
voire de chiffrer, le risque stratégique, les questions de position concurrentielle, questions de continuité ou de reprise d'activité, la réputation, les actifs stratégiques, en particulier les actifs immatériels, comme la propriété intellectuelle, les pertes de revenus. Quand on parle de défense ou d'organismes publics, disponibilité des moyens de commandement, disponibilité de la chaîne logistique, résilience des fonctions vitales à un pays ou à une armée, sécurité des citoyens. L'impact économique, évidemment, la valeur des entreprises, la valeur aussi de leur cotation, l'attractivité économique d'un pays. Je vous rappelle que donc Cameron est parti avec son slogan UK, a safe place to do business, en évoquant la cybersécurité comme un des éléments d'attractivité fondamentaux de l'investissement. Et évidemment, là aussi, la résilience des services et la maîtrise de la supply chain. Alors, pour toucher là où ça fait mal, pour mobiliser et éduquer les CEO, les CFO, les risk managers, les conseils d'administration, les autorités politiques, il faut adapter notre discours. Et donc, je fais un appel à un effort collectif, d'abord de transparence. Arrêtez de faire croire aux chefs que tout va bien parce que vous êtes un bon directeur des systèmes d'information. Les 71% des entreprises se font attaquer. Dans 71% des cas, le DSI, la veille au soir, il disait au chef, tout va bien chef, je maîtrise mes budgets, je vais encore les réduire, vous savez bien, comme vous me l'avez demandé pour l'année prochaine. Et puis il s'aperçoit le lendemain que ça fait 416 jours en moyenne qu'il est déjà pénétré et que tout est en train de se faire vider par la petite cuillère. Pour être crédible, il faut faire un effort pour évaluer les risques. Je pense que nous devons prendre beaucoup de leçons des compagnies d'assurance, de réassurance, qui ont fait un gros effort de maîtrise économique et d'évaluation économique des risques, d'évaluer les conséquences potentielles. Ce n'est pas facile. Faire ça aussi avec des économistes, peut-être des universitaires. Mobiliser les autorités politiques, je crois que c'est en bonne voie. Et réfléchir à la nouvelle organisation des entreprises qui permettent effectivement de placer les RFSI ou le nom qu'on voudra leur donner dans la position qui va bien pour que l'action ne soit pas enfermée dans l'informatique, mais puisse toucher toutes les variables nécessaires, les ressources humaines, les investissements, les outils de production industrielle ou les bureaux d'études, et enfin, toutes les questions liées à l'ingénierie et à l'informatique embarquée. Et ça, je crois qu'il faut qu'on trouve à la fois dans l'approche politique et réglementaire une nouvelle façon de positionner cette fonction, mais aussi il faut que l'industrie propose des choses pour améliorer cette organisation. Alors maintenant, le deuxième point, c'est effectivement l'évolution de notre offre plutôt sous l'aspect technique et sous l'aspect politique industriel. Alors, il suffit de se promener à l'étage d'au-dessus, entre le conseil en stratégie, les IT providers, les centaines de PME qui travaillent sur des UTM, d'autres sur l'identité, d'autres sur le SCADA, d'autres sur le cloud. Notre offre est beaucoup trop fragmentée, en particulier en Europe et encore plus en France. Et ça, c'est le deuxième défi auquel il va falloir s'attaquer pour arriver à construire une offre européenne solide, mais surtout compréhensible par les décideurs et face à une concurrence en particulier américaine qui, elle, a compris cette nécessité d'intégration de l'offre et qui sait capter maintenant l'attention des décideurs. Au-delà de cette nécessaire consolidation, je vois aussi des nécessaires évolutions dans le portefeuille d'offres. Le premier, c'est la question de la contrainte temps réel, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment d'attention sur cette contrainte temps réel.
Chacun fait son soc, peut-être dans son petit coin, à différents niveaux, mais je pense que le poids relatif des efforts faits entre la consolidation des infrastructures et le traitement en temps réel de la cyberguerre n'est pas l'équilibre souhaitable, compte tenu en particulier, et je voulais rendre hommage à Wiesel, qui a fait donc une conférence, je crois, très appréciée hier sur les APT, être capable effectivement de traiter cette affaire. Et la métaphore médicale du cancer est à mon avis toujours la bonne. Il faut faire des check-ups réguliers, découvrir les problèmes. Il faut ensuite faire des scanners. Il faut trouver où est la tumeur, éventuellement les métastases. Et après, toute une période de crise, voire de déni, dont la durée dépend selon l'entreprise, la façon dont on s'attaque à la tumeur. Il faut ensuite, petit à petit, restaurer la confiance, restaurer la santé et traiter les problèmes de rechute. Deuxième point de l'évolution du contenu, et même si, évidemment, tous nos spécialistes de la sécurité disent qu'il faut éloigner le Bring Your Own Device de vos yeux pudiques, ce n'est pas possible. Et trop de sécurité tue la sécurité. Je dois reconnaître, et parce que j'en ai déjà plusieurs fois discuté avec Payou, que le silence de l'industrie pour apporter des solutions est assourdissant. Et c'est pour ça que je vous provoque un petit peu. Moi, je comprends que les autorités de sécurité tiennent ce discours, parce qu'en face, il n'y a pas d'offre. Et donc, c'est à nous de nous remuer pour trouver des solutions. Pareil pour le cloud, et pareil pour la question de la banalisation des SCADA et des systèmes embarqués. Quand vous aurez une adresse IP dans chaque voiture, 10 dans chaque avion et quelques centaines dans chaque train, il va bien falloir trouver des solutions parce que cette évolution est irréversible. Donc, il faut la traiter et pas l'ignorer. Et ça, je pense que c'est le deuxième élément de l'évolution de l'offre industrielle. Le troisième élément de l'évolution de l'offre industrielle, c'est être capable de construire une offre européenne de confiance, qui suppose à la fois que les États donnent aux industriels la visibilité stratégique dont ils ont besoin pour investir, mais aussi que nous sachions effectivement consolider, au-delà de la France, un certain nombre de cercles de confiance, comme ça a été fait dans la défense, et qui permettent de constituer une offre dans un environnement qui est aujourd'hui en train d'être largement dominé par des acteurs américains qui bénéficient d'un soutien politique et financier extrêmement important. Le budget du DHS augmente de 73% entre 2012 et 2013, avec à peu près 3 milliards de dollars investis dans l'industrie, 80 000 emplois à temps plein. Et donc, face à ces géants qui sont en train de se reconstruire, moi, je ne leur reproche pas, mais il y a maintenant, aux États-Unis, une dizaine d'acteurs qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Combien d'entre nous font 1 milliard de chiffre d'affaires en Europe? Absolument aucun, et quasiment aucun en fait même le 10e. Alors, comme l'a rappelé Jean-Marie Bockel, on a de l'expertise, on n'est pas mauvais, on a des solutions très haut de gamme. Par contre, elles sont toutes sous critique économiquement. Et c'est pour ça que j'appelle à la fois à une impulsion de politique industrielle en France, qu'on sache ce qu'on veut dans notre cercle souverain, ce qu'on veut dans nos cercles partagés entre Européens et ce qu'on veut laisser libre dans le marché mondial. Mais il faut vouloir nous organiser aussi côté industriel pour être capable d'organiser notre filière et de chasser en meute. Et aujourd'hui, donc, c'est une des priorités que nous poussons avec les différents syndicats professionnels
de la Défense, mais aussi de la FIEC, dans le cadre du Livre blanc. Et dernier point avant de conclure, évidemment, la relation État-industrie ne peut pas être absente d'une nouvelle politique industrielle. Et le rôle de l'État, évidemment, ne peut pas se limiter au périmètre de son administration. Et donc, il est tout à fait légitime que l'État se préoccupe de l'audit et de l'awareness du monde industriel. Mais à l'inverse, il ne peut pas non plus tout seul protéger toute l'industrie et les infrastructures critiques. Et aujourd'hui, s'il investit lourdement et à bon escient dans l'évolution de ses moyens propres, il est clair qu'il va falloir trouver des relais industriels pour être capable d'améliorer le niveau de sécurité de nos industries, de nos infrastructures et de nos exploitants. Enfin, la coopération État-industrie doit permettre de développer toutes les filières de formation. C'est un sujet qui a déjà été évoqué. Nous avons énormément de mal tous ensemble à recruter. Il y a à peu près un facteur 5 entre l'offre et la demande. Il faut évidemment renforcer l'arsenal juridique et réglementaire, alors au niveau national, mais nous attirons souvent l'attention aussi sur ce qui se passe à Bruxelles. Bruxelles est aujourd'hui finalement plus dynamique que la France en matière d'évolution de la réglementation en matière de cybersécurité. Il faut y être attentif, même si on peut y voir de bonnes avancées. En particulier, Bruxelles a sorti cet été un papier sur la politique industrielle dans le domaine de la sécurité. Ce ne sont pas des naïfs et il faut éviter que ça se retourne contre nous, évidemment, en développant des systèmes réglementaires et normatifs qui privilégieraient d'autres offres. Enfin, il est absolument nécessaire de faire ce travail sur la souveraineté et d'avoir une organisation permanente de dialogue entre l'État et l'industrie qui permette effectivement de faire évoluer la normalisation, mais qui permette surtout de jeter les bases d'une politique industrielle digne de ce nom et qui permette de consolider une filière. Voilà, pour conclure et pour laisser le temps à la discussion, je pense que je dois m'arrêter là. Donc, en résumé, il y a des évolutions fondamentales dont nous devons tenir compte, le temps réel, la transversalité entre l'ESCADA, l'informatique générale et l'informatique embarquée, la perte de maîtrise de la configuration physique et virtuelle de nos systèmes d'information, la dimension économique et politique. Mon deuxième point est effectivement, je pense que nous devons tous nous mobiliser pour convaincre les CEO des entreprises et les directeurs d'administration ainsi que les hommes politiques de sortir la cybersécurité du ghetto informatique dans lequel elle est un petit peu enfermée aujourd'hui. Et dernier point, notre offre est beaucoup trop fragmentée et nous devons, avec l'aide des pouvoirs publics, mais aussi en nous prenant par la main, structurer notre filière industrielle en France et aussi au niveau européen. Je vous remercie de votre attention.